Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Julien, je vais me présenter juste 5 minutes pour expliquer un petit peu les trucs que j'ai appris au fur et à mesure de mon expérience en tant que développeur. Euh, j'ai commencé à coder genre il y a à peu près ouais, il y a un petit moment, et en fait j'étais tombé amoureux d'une technologie qui est essentiellement JavaScript. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce langage, mais moi j'adore. Je trouve ça vraiment, c'est un langage stylé pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait déjà, c'est que je suis un peu feignant, j'aime bien quand j'ai un langage partout. Le même langage à la fois en back-end et à la fois en front. Et j'avoue que quand Node a commencé à sortir, c'était un moment pour moi où j'ai vraiment mis toute mon énergie sur ce langage-là. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, je suis tombé sur une autre technologie que j'ai adorée à l'époque, qui s'appelait Meteor JS. Et c'était une technologie qui permettait de pouvoir avoir tout en temps réel. Donc, c'était des gars à San Francisco qui avaient développé un système où, dans les grandes lignes, on pouvait en quelques... Tu avais tout le système de synchronisation entre le front et le back-end et les sockets, tout était géré pour nous. Et en fait, ça faisait gagner beaucoup de temps quand on faisait des applications comme ça, en temps réel. Par contre, avec le temps, donc j'ai passé pas mal de temps à travailler sur ça. J'avais arrêté l'école et j'ai monté une agence où on faisait que du Météor. Il y a des leçons importantes à savoir sur ces choix, c'est que finalement, ce framework a été complètement délaissé et probablement maintenant, je crois que la plus grosse boîte qui bosse dessus, c'est Lemlist, par exemple, s'ils n'ont pas tout refait. Mais ce qu'il fallait retenir à l'époque, c'était que ce framework n'a pas marché parce qu'on n'avait pas besoin d'avoir du temps réel partout. Il faut savoir que quand on commence à avoir du temps réel, il y a toujours des problèmes de scale qui peuvent arriver. Et moi, je me souviens que c'était quand même assez vite compliqué. Euh, donc comme ça, au fur et à mesure, j'ai commencé par faire essentiellement que du JavaScript. Et vous allez comprendre pourquoi après je viens à parler de TurboRepo, parce que TurboRepo, il est très très lié au JavaScript et au TypeScript. Et donc en fait, voilà, pareil, j'ai commencé à travailler après beaucoup sur Vue.js, puis Next. J'ai adoré Vue.js parce que, alors je suis quelqu'un j'ai toute une partie après sur ESLint, mais je suis quelqu'un qui adore quand le code il est bien formaté. Et Vue.js, je sais pas pourquoi, mais par rapport à Angular ou React, quand la première fois que j'ai fait du Vue.js, je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça qu'on doit faire des composants. Le fait d'avoir tout dans un seul fichier, c'était vraiment pour moi voilà, tu vois, ça s'explique pas en fait, c'est comme ça que je veux le faire, tu vois. C'est clair, c'était super bien orienté dans un objet, etc. Et donc j'ai commencé à beaucoup progresser sur Vue.js. Et puis après, progressivement, je suis passé sur Next.js pour gérer toutes les problématiques de SSR. Donc Next.js, c'est comme Next.js, hein. Et, euh, et c'est pareil, même aujourd'hui, je trouve que c'est un framework qui est assez fascinant et qui est très très bien. Il y a une bonne philosophie sur ce framework-là. En fait, le but de cette conférence et le titre que j'avais mis, c'était les bonnes pratiques et les bons réflexes à avoir quand on veut faire un SaaS. Et Next.js, par exemple, pour faire une aparté, ils ont sorti un truc qui s'appelle Next UI. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais alors j'ai joué un peu avec et je suis en train de tout refaire. D'ailleurs, on est tous en train de tout refaire notre SaaS avec pour plusieurs raisons. En fait, Next UI, je vais vous montrer. Quand on fait un SaaS, c'est beaucoup de travail. On pense, il y a des gens qui arrivent en quelques semaines à faire son SaaS, etc. Ça marchote, etc. Mais quand on commence à faire un SaaS qui est bien architecturé et surtout où on est plusieurs à travailler dessus et où on va devoir avoir de la productivité pour maintenir les features, parce que la maintenance devient très vite une partie de plus en plus significative de notre temps quand on a un SaaS qui fonctionne, il y a intérêt de faire des bons choix au début de structure. Et donc, Next.UI, en fait, ce qui est assez cool dans leur système, c'est qu'ils proposent plein de composants qui sont déjà faits. Et honnêtement, j'ai regardé vraiment attentivement leur code, etc. C'est très bien codé. Et c'est super extensible. Et à la fin, en fait, on peut réussir à faire des trucs qui se disent. Parce qu'en fait, ce qu'on veut éviter, c'est toujours d'avoir un site qui ressemble à Bootstrap. À un moment, dans le web, on voyait direct quand un site qui ressemble à Bootstrap. Eux, avec leur système, si vous avez un SaaS à faire un jour, jetez un œil avant de coder vos composants parce que tous vos composants de base, ils peuvent être faits et ça fait gagner du temps, hein. Leur select avec le petit moteur de recherche à l'intérieur, ça c'est pareil, on ne le code pas en une heure, ça prend un peu de temps à le maintenir, etc. quand tu commences à avoir des edge cases à gérer. Tout ça, c'est déjà fait pour vous en fait. Et ils ont même un système en pro avec des composants un peu plus complets, par exemple, pour faire tout un dashboard, hein. Donc c'est pareil, tout votre système de pricing, bah, en fait, il peut déjà être fait, alors ça s'appelle euh, pricing, voilà, les pricing cards, etc. Et en fait, si vous regardez, bah, tout ça, c'est juste un composant de base. Mais après, rien ne vous empêche de modifier les couleurs, la fonte, de mettre un petit bonhomme au-dessus, de payer un illustrateur, de mettre des images, etc. Et ça vous fait gagner du temps. Et le temps, il est extrêmement précieux quand on fait un SaaS, surtout quand on est seul au début, parce que faut bien se rendre compte que dans la grande majorité des cas, il faut se donner au moins 18 mois.
Si vous n'avez pas 18 mois de cash devant vous pour faire un SaaS, ça peut vous amener à soit vous allez abandonner parce que vous allez vous dire, bon, en fait, ça vaut pas le coup, ça fait 6 mois que je bosse dessus et je pourrais me faire de l'argent en freelance, etc. Et vous allez lâcher. Soit, en fait, vous pouvez avoir ce qui m'est arrivé à un moment, faire des burn-out parce que vous êtes que en train de faire ça et la pression augmente, etc. Et en fait, vous finissez par être extrêmement fatigué. Donc, il faut très très bien gérer. Le SaaS, c'est un jeu de cash. Ça, c'est un truc qu'on ne dit pas assez dans l'entrepreneuriat. Moi, je connais des gens qui ont perdu leur couple, je connais des gens qui ont perdu une partie de leur santé. Moi, une partie de mes cheveux, j'ai perdu aussi avec l'entrepreneuriat, etc. Donc, il faut bien gérer son cash quand on fait un SaaS. Et surtout, il faut vouloir utiliser des briques qui sont déjà faites. Donc, il y a des choix existants à faire qui peuvent nous faire gagner beaucoup de temps sur le long terme. Et TurboRepo en est un. Alors, ah oui, peut-être que je vais vous parler aussi d'une autre chose que je fais. J'utilise un truc. J'ai une chaîne YouTube aussi qui s'appelle SaaS Makers avec Valérian, où on explique un peu les. D'ailleurs, avec FG, on a aussi mis des vidéos sur apprendre à dormir. Pareil, le sommeil, c'est un sujet très important où moi, je ne suis pas irréprochable dessus. Mais quand on veut faire un SaaS et qu'on est sérieux et qu'on veut réussir, il y a intérêt de bien gérer cette partie-là. Donc, on avait fait un épisode dessus. Et on parle de tout un tas de sujets que j'apprends. Je me documente beaucoup sur les podcasts aussi pour apprendre. J'écoute SaaS Club énormément. J'ai écouté quasiment tous leurs épisodes. Et SaaS Connection, c'est pas mal aussi. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans les interviews, c'est que quand on se met à écouter quelqu'un pendant 1 heure, souvent, on a un contenu qui est extrêmement proche du terrain. Et on voit surtout les erreurs qu'ils ont fait, des erreurs d'association des fois, des erreurs d'architecture, etc. Et ça, les podcasts, c'est un formidable moyen pour apprendre vite. En tout cas, moi, et donc, on a beaucoup de résumés comme ça qu'on fait. Et on a même fait une vidéo sur TurboRepo aussi pour aller plus en profondeur. Alors, le problème qui arrive, TurboRepo, c'est franchement un des trucs. Vous avez déjà entendu parler de TurboRepo Ouais. Ah oui, donc ok, donc c'est nouveau. Alors, franchement, si je dois faire un SaaS aujourd'hui, il y a 4 ans, c'est le premier truc que je mets en ligne, TurboRepo. Je suis tombé dessus un peu par hasard. J'ai commencé à jouer avec, et j'ai été surpris en fait à quel point ça fait gagner à la fois du temps, mais surtout ça améliore l'expérience développeur. Parce que moi, il y a un truc qui m'est cher, et ça fait partie de la culture de la boîte, c'est le jour où j'ouvre mon repo, mon VS Code et j'ai pas envie de coder, c'est que j'ai un truc qui me saoule. Parce que c'est vraiment ma passion, le front. J'adore faire du code, j'adore faire du SaaS. Et le jour où je prends plus de plaisir, en fait, je sais qu'il y a un moment où il y a quelque chose que j'ai mal fait, en fait. C'est peut-être mal choisi mon framework, j'ai peut-être mal choisi. Faut pas être perfectionniste, à un moment, il faut rester concentré sur ces technologies. Mais je pense qu'il faut toujours garder en tête qu'il faut se mettre dans les meilleures conditions si on veut tenir sur le long terme et prendre les technos qu'on kiffe. Et c'est pour ça aussi que je travaille que avec TypeScript. Le problème qui se passe quand on fait un SaaS, c'est qu'on finit par avoir plusieurs repositories. Donc, par exemple, vous allez avoir un repository sur GitHub pour le front, un repository pour l'API, peut-être vous avez plusieurs API, donc vous allez avoir un repository par API. Vous allez avoir plusieurs packages aussi. Vous allez peut-être avoir du code commun que vous allez mettre dans des packages, par exemple, pour des fonctions de manipulation de string ou de nombres, etc. Et en fait, tout ça fait que progressivement, votre projet grossit et vous vous retrouvez à devoir cloner une vingtaine de repositories assez vite. Donc, vous allez faire des scripts pour pouvoir, quand les gens installent un nouveau repository, quand un nouveau développeur arrive, il va falloir qu'ils mettent tout ça en place et ça fait perdre du temps. Ou alors, ça va vous demander de mettre tout en place avec une architecture Docker, etc. Enfin, bref. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est un gars qui... Alors, et le concept d'un monorepo, parce que c'est ça, en fait, c'est d'avoir tout dans un seul repo. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas propre, ou ça scale pas. Alors, il faut savoir que Google, ils ont le plus grand monorepo du monde, et ils ont même développé plein de tooling dessus. Il y a plein de systèmes qui permettent de faire des monorepos. Le seul truc, c'est que moi, ce que j'aime bien avec TurboRepo, c'est surtout l'expérience développeur, je trouve qu'ils ont vraiment fait des trucs vraiment cool. Donc, en gros, comment ça marche? Dans les grandes lignes, il n'y a qu'un seul repository. Donc moi, quelqu'un veut arriver sur mon projet, il clone juste ce repo. Okay, il a tout. Dans ce repository, vous avez plusieurs parties qui arrivent. On va citer tous les avantages qu'on peut avoir justement à travers cette structure-là. Vous avez par exemple, mais par exemple, vous avez toutes mes apps. Donc moi, vous pouvez voir que j'ai une seule API qui est faite en Adonis.js. C'est un framework que j'aime beaucoup pour faire des API simples, qui est très basé sur Laravel exactement. Et donc comme j'avais joué un peu avec Laravel et cherché un truc assez proche au niveau de TypeScript,
En fait, ça fitait vraiment bien et je peux vous dire avec l'expérience que honnêtement, c'est pas un souci parce que moi, j'ai un site qui s'appelle, The Company's API où ça permet avec, vous envoyez un nom de boîte, par exemple, un JSON, et ça vous ressort un nom de domaine, par exemple, ça vous ressort tout le JSON de la boîte. Donc, je vends une API, donc j'ai intérêt que l'API, ça fonctionne bien. Et j'ai tout fait en Adonis et j'ai jamais eu de soucis. Donc, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Euh, et donc là, vous avez aussi, bon, c'est mon moteur de scrapping, ça. Et après, mon Next.js. Donc, j'ai 3 apps. Et là, dedans, on pourrait avoir des. Je sais pas si on avait un dashboard, par exemple, comme Chris Pison pour modifier un petit CRM en interne pour, pour manager leurs clients, ça serait ici, etc. Ensuite, on a un fichier doc, là où on met tous nos docs, etc. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi tous nos packages qui sont là. Okay, donc, ça peut être, par exemple, moi, j'ai un package qui, pour les types, par exemple. Donc, ah ouais, parce que vous savez, quand vous avez plusieurs repositories, vous avez des types. Il va falloir créer un package avec les types. Et du coup, il va falloir à chaque fois mettre à jour ce package-là, remettre à jour tous les packages en question. À chaque fois, vous vous retrouvez à bumper tout le temps, en fait. Ça, c'est chiant. Mais quand on a un monorepo, qu'est-ce qu'on fait? Ah, bumper, c'est juste, vous allez faire une mise à jour par exemple, dans ce package-là. Okay, donc, vous allez incrémenter ici 0.02. Vous allez faire npm publish pour le mettre sur npm. Mais après, derrière, il va falloir le Next.js, le Adonis qui utilise ce package, il va falloir aussi mettre à jour dans package.json et réinstaller. Mais s'il est installé dans 10 repositories, ça vous fait 10 commits à faire en fait. Et ça devient vite laborieux en fait, parce que ah tiens, j'ai oublié un truc, surtout moi en plus des fois, je suis tête en l'air, donc j'ai oublié un truc, il va falloir que je le remette, que je republie, et en fait, tu peux vite perdre comme ça 5 minutes, tu vois. Donc, l'avantage, c'est que tout ce que vous avez à faire, c'est vous créer un dossier type, ici. Donc, vous mettez un nom, donc je mets the company /types. Et ici, vous avez vu, dans mon package.json de mon Next, qu'est-ce que je fais? Workspace étoile. Et en fait, quand je vais faire un npm install ici, lui, en fait, il va. Alors d'abord, je vais build le package et je fais juste un npm install et il va me le prendre automatiquement ici. Et quand je vais build mon Next pour le balancer sur mon serveur, lui, il va automatiquement build mon package et aussi m'installer. Donc en fait, j'ai même plus besoin de bumper. Et j'ai tous mes. Et ça peut paraître anodin, mais je peux vous garantir quand on travaille avec beaucoup de packages parce qu'on a décentralisé pas mal de logique qui est commune, ça fait gagner un temps de malade. Donc il y a les types. Vous pouvez aussi avoir des trucs en rapport avec, par exemple, des helpers. Donc moi, vous voyez, j'ai plein de trucs en rapport avec des helpers, mais par exemple, des fonctions de base pour cleaner une URL, par exemple, quand je la scrape, ou extract l'API d'un site. Je peux avoir aussi l'API helper, en fait. Par exemple, l'API helper, c'est juste une sorte de wrapper qui me permet de pouvoir très vite... j'ai toutes les routes, en fait. Donc, toutes mes routes de mon API, elles sont dans un package, ce qui fait que j'ai juste à instancier ce package et je peux facilement, quand je dois taper, par exemple, dans mon front, tu vois, quand il va s'inscrire, je fais auth.login.email et je balance tout ça. Donc ça, c'est un package, en fait. Ce qui fait que toutes mes routes sont décentralisées. Et dès que je veux appeler mon API quelque part, j'ai juste à installer ce package et tout est typé aussi. Donc, en fait, et donc ce package-là, comme vous pouvez le voir, l'API helper, il utilise aussi le company type et aussi la config commune aussi. Donc, si c'est pas assez grand, je peux zoomer d'ailleurs, si vous voulez. Donc, vous pouvez voir des packages qui aussi sont dépendants d'autres packages et ça on a pu. Parce que là, en fait, du coup, le type, je serai obligé de d'abord bumper le type, puis après bumper l'API, et ensuite, après, dans tous les autres Nuxt, etc., remettre à jour à la fois API et. Parce qu'en fait, je dois d'abord mettre à jour API. Donc, ça, c'est un des avantages de TurboRepo, c'est que ça vous permet d'avoir tous vos packages dans un seul endroit et de gagner du temps au niveau du bumping. Un autre avantage qui est extrêmement cool, c'est que vous allez avoir un seul fichier de config. Qu'est-ce qui se passe, par exemple? Moi, j'ai qu'un seul gitignore, par exemple, qui a la racine. Donc, en fait, il est là. Et j'ai un seul à modifier. Si je modifie quelque chose, je ne suis pas obligé à chaque fois de modifier partout. Donc ça, gitignore, ça peut paraître anodin, mais par exemple, ma config ESLint, j'ai qu'un seul fichier eslint.config.js. À la racine, c'est tout. Et dedans, je l'ai défini. Et ça va être appliqué partout, pour tous les projets en interne. Ce qui fait que l'avantage d'un TurboRepo aussi,
c'est que ça unifie tout le style de code. Peu importe le projet aussi, que je sois dans Adonis, dans Nux ou ailleurs, je suis sûr que c'est les mêmes règles en fait. Donc quand je fais commande, quand je sauvegarde, ça reformate tout bien tout pour moi et j'aime bien travailler dans un projet où on n'a pas à réfléchir en fait et le code il est partout le même. Et que je ne sois pas obligé quand je modifie mon package ESLint quelque part d'être à chaque fois obligé de le mettre à jour dans 10 repos différents, tu vois. Et surtout qu'en plus, si c'est un de mon associé par exemple qui modifie, bah en fait, moi je suis peut-être pas forcément au courant dans les repos où je travaille qu'il a modifié ce package-là. Donc ça pour ESLint c'est vraiment très pratique. Après vous pouvez aussi pareil pour VS Code, bah, vous avez qu'un seul dossier VS Code où on a toute la config de VS Code pour les extensions. Pareil pour GitHub, tous les workflows, etc., ils sont tous définis ici. Vous savez c'est quoi les workflows GitHub? Pour déployer par exemple automatiquement une branche, voilà, tout est défini ici. Et donc ça c'est aussi un des avantages, c'est d'avoir une seule et unique config commune dans le Turbo Repo. Okay, et maintenant, je vais vous parler du truc le plus stylé de Turbo Repo, parce que c'est pas ça, c'est chouette, ça fait gagner du temps, mais il y a un truc qui est vraiment vraiment cool avec Turbo Repo, c'est que imaginons par exemple que vous avez 10 repos. Et en fait, à chaque fois que vous allez déployer en production, vous allez faire un npm run lint pour linter le package, enfin le projet, et en fait voir s'il y a des erreurs de linting ou de TypeScript, de typecheck par exemple. Et bien en fait, quand vous avez plusieurs repositories, il va falloir lancer la commande dans chaque repository. Okay, mais avec Turbo Repo, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous placer à la route, à la racine ici, du repository. Et en fait, comme ici dans turbo.json, j'ai défini un lint ici, vous voyez. Si je fais npm run lint, lui, il va aller récursivement dans tous mes packages et dans toutes mes apps, et il va lancer pour moi partout. Et il va me faire un condensé après en finale à la fin en me disant bah, dans ce package-là, tu as une erreur, dans ce package-là, tu as une erreur, dans ce package-là, tu as une erreur. Donc là, vous pouvez me voir que bah, j'ai 25, tout est passé. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune erreur de linting dans le projet. Je sais que dans les 25 packages et les 3 apps, bah, en fait, tout est passé. Le code est clean. Ça marche aussi pour... Mais ça prend du temps en fait à chaque fois. Ça fait gagner du temps en fait. Mais il y a aussi un truc encore plus stylé. C'est que là, imaginons que je retourne la commande. Vous avez vu, ça a été encore plus vite. Et là, on a full turbo. Parce qu'en fait, il met en cache. Il met en cache, en fait, il a vu que j'avais déjà fait pour ces packages-là, donc il ne va pas me relancer les commandes. Et ce qui est chouette, c'est que si je modifie un fichier, par exemple, modifions l'API helpers, ici, là, je vais mettre login aux emails 10. Si je relance, vous voyez, là, il est bloqué sur API helper, et voilà. En fait, comme il a vu que j'avais modifié ce fichier, il m'a relancé que pour API helper le linting. Il n'a pas fait pour ceux qui avaient déjà fait. Et ça, je peux vous garantir que dans un CI, ça fait gagner du temps. Quand on code en local, ça fait aussi gagner du temps. On n'est pas obligé d'attendre à chaque fois de refaire des manipulations qui n'ont pas lieu d'être parce qu'on les a déjà fait avant quelque part. Donc le système de cache, il est cool. Alors, vous allez me dire, pour du linting, ça va vite. Mais si je fais npm run test, donc moi, là, je fais npm run test, bah là, il va me lancer tous les tests de tous mes packages, tous les tests pour Adonis, tous les tests pour Nux.js. Ah, vous pouvez le voir, là, il est en train de faire les tests. Bon, là, c'est parce que j'ai pas lancé Elasticsearch, donc ça va péter, mais en gros, voilà. Et en fait, en un seul coup, je peux lancer tous les tests de toute ma code suite. Et là, je sais du coup que je suis serein, je peux le mettre en prod si tout passe. Tu vois. Donc ça, c'est un grand... On peut très vite avoir des opérations comme les tests qui peuvent prendre beaucoup de temps et dans lesquels on est bien content d'avoir un système de cache. Donc ça, c'est probablement une des fonctionnalités les plus cool de Turbo Repo. Et c'est d'ailleurs leur fonctionnalité... La doc est très très bien faite pour Turbo Repo. Il ne faut pas hésiter à la lire. Elle se lit à peu près en 2 heures, je pense. Ça s'appelle turbo.build et c'est un projet à la base qui avait été fait par un indépendant et qui a progressivement été racheté par Vercel. Et aujourd'hui, Vercel s'en sert pour en fait, vendre des choses aussi sur leur système. Ça s'appelle toujours Vercel ou ça a changé de nom? Non, c'est leur nouveau nom, Vercel. Okay. Et par exemple, Turbo Repo, eh ben, ils ont un système où
Alors, attendez. Je sais plus où c'est, mais en gros, en fait, ils vont avoir un système de cloud. Vous voyez, en fait, quand j'ai lancé mes commandes, lui, ce qu'il a fait pour savoir, c'est que dans chaque dossier, ils avaient un point turbo. Et en fait, là, vous pouvez voir que j'ai le type check, ça c'est ma commande, le lint et le build. Et les builds, ça peut être pratique parce que par exemple, en fait, c'est ça, quand je fais un npm run build, si lui il voit que j'ai déjà build, il va pas rebuild le package. En fait, c'est les builds surtout qui prennent du temps. C'est pas les tests ou. Et donc, en fait, si là, vous pouvez voir par exemple pour lint, je sais pas trop ce qu'il a fait là, mais visiblement, normalement, voilà, vous avez plein de trucs, etc. Bah ça, en fait, dans le point turbo, il va stocker une sorte de fingerprint. Et ça, en fait, ils ont un système Vercel qui vous permet de pouvoir avoir un cloud où si quelqu'un a déjà fait quelque part dans la team un build, il ne va pas le refaire, en fait. Un sorte de cloud partagé. Et c'est ça qu'ils vendent, en fait, Vercel aussi avec ce Turbo Repo. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais c'est. Voilà, remote caching. En fait, si vous imaginez que le caching qu'on a en local, on va l'avoir dans le cloud. Donc, en fait, ça va accélérer les CI, ça va accélérer plein de choses. Et ça, ça peut être assez pratique parce que des fois, ça va pouvoir être encore plus agile et déployer encore plus vite. Par contre, je crois qu'il faut, quand on est sur Vercel, ça s'installe très vite. Mais par contre, si vous êtes chez un autre cloud provider, il va falloir. Il y a des gens qui ont refait leur système en open source, mais ça devient. J'ai jamais testé, mais je crois que c'est assez galère à mettre en place. Par contre, ça vous bloque chez Vercel un peu si on veut utiliser leur feature. Ce qui est toujours un petit peu l'objectif de Vercel, j'ai visiblement l'impression qu'avec Next.js, ils sont en train de bloquer des trucs aussi où tu as des features de Next.js qui ne sont pas disponibles. D'après ce qu'on m'a expliqué, si tu n'es pas chez Vercel, ce qui est un peu problématique quand on utilise un framework. Mais voilà, en tout cas, on peut savoir qu'on peut le faire avec Turbo Repo et Vercel. On peut avoir un système de cloud pour du caching en remote. Il y a un truc, par contre, non, attendez. Qui est pas très pratique, qui est pas très pratique sur Turbo Repo. C'est en fait quand vous faites, vous pouvez faire un npm run dev par exemple à la racine, et ça va automatiquement, comme ici dans le turbo.json, on a mis dev. Alors peut-être que j'ai pas besoin de le mettre. Ça prend tout. En fait, quand on fait npm run dev, lui, alors je l'ai pas mis, mais normalement vous devriez avoir comme ici dev. Il va vous lancer tous les commandes dev de vos apps. Donc par exemple, pour ici, il va relancer la commande dev, qui va me lancer Next.js, puis Adonis et les autres. Donc en fait, on peut très vite lancer sa stack en faisant npm run dev à la racine. Le seul problème de ça, en fait, c'est que quand on quitte l'éditeur, en fait, la stack, elle se coupe. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, et c'est peut-être l'un des points améliorés à terme sur Turbo Repo, c'est qu'on utilise un truc qui s'appelle PM2, qui permet de lancer des background jobs, enfin, pas des background jobs, mais des processus sur sa machine en Node.js. Et en fait, on a développé un truc qui fait que quand je fais npm run dev ici, en fait, il va me faire pm2 start et il va prendre pm2 local.config.js. Et en fait, ici, le script, c'est lequel? Local.api.config. En fait, ici, on a développé, déjà, il va lancer les dépendances, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que vous voyez, il va relancer lui-même en fait avec PNPM les commandes. Ce qui permet qu'en fait, pourquoi j'utilise PM2, c'est juste que si mon éditeur il se ferme, je sais que les process ils tournent toujours, j'ai juste à rouvrir l'éditeur. Parce que si je lance ici et que je close l'éditeur, en fait, je suis obligé de refaire npm run dev et de réattendre que tout se relance, etc. Donc, je dirais que si vous utilisez aussi Turbo Repo, n'hésitez pas à jouer un peu avec PM2 pour pouvoir améliorer encore votre DX et gérer vos process directement avec PM2 plutôt que d'utiliser leur système de npm run dev. C'est plus agréable. Il y a des packages aussi qui existent pour pouvoir avoir. Par exemple, ça s'appelle Many Package. En fait, imaginons, alors c'est surtout quand on commence à bosser sur des codebases qui deviennent gros, mais imaginons par exemple qu'on a plusieurs Next.js par exemple dans notre projet, et en fait on veut être sûr qu'à chaque fois on utilise la même version de Next.js pour chacun d'entre eux. En fait, Many Package, il vous permet de pouvoir vous assurer en une commande
en fait, c'est bien la 3.6 partout de Nuxt qui est fait. Et si vous avez des versions de Nuxt ou d'un package qui sont différentes entre les packages de votre monorepo, il va vous alerter. Et ça, ça peut être pratique pour rajouter encore une certaine homogénéité dans votre code base. Le seul problème de ça, c'est que des fois, on peut arriver dans des situations où on a envie que on a des obligations en fait. On doit absolument runner ce package-là sur cette version de ce package et un autre sur une autre version. Et à ce moment-là, ça peut être, cette contrainte, elle vous gêne, quoi. Mais il y a pas mal de gens qui les utilisent. Est-ce que vous avez des questions sur PM2 pour l'instant? Question sur Turbo Repo. Du coup, en fait, il sert surtout à finalement structurer un monorepo et apporter des tools dessus Ouais. pour aller plus. Exactement. Avec des commandes, un système de caching. Et après, derrière, tous les avantages d'un monorepo qui est une seule config à un seul endroit. Quand tu as une simplicité d'installation aussi, parce qu'il ne faut pas. Généralement, quand on arrive dans une boîte, vous le savez tous, hein, on tape un script et il va cloner pour nous les repos, il va relancer tous il va installer tout partout. Et aussi, ce qui est chouette, c'est que Turbo Repo, il marche beaucoup avec PNPM. Je ne sais pas si c'est un package manager que vous utilisez beaucoup, mais l'avantage de PNPM, c'est que ça s'installe assez vite encore les packages, vu qu'il met il fait des symlinks vers un dossier. Donc ça, c'est très très cool. Et d'ailleurs, il paraît que j'ai pas joué encore, mais je sais que les mecs de Nuxt, par exemple, ils sont tous sur Bun. Ils disent que c'est super. Et il paraît que sur Bun, qui est un concurrent non, attendez, pas la même chose, qui est un concurrent de Node.js. Il paraît que les packages, ça s'installe à une vitesse encore plus rapide que PNPM. Alors, je ne sais pas comment ils font, mais visiblement, il y a l'air d'avoir une team assez solide derrière Bun. Et ils font du bon boulot. Et, et ça permet de pouvoir. En fait, Bun, je crois qu'ils utilisent. Alors, Node.js, ils sont sur le moteur V8 de Chrome. Et Bun, je crois qu'ils utilisent le moteur de. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais de Safari. À vérifier. Et donc, du coup, visiblement, c'est encore plus rapide que Node.js pour tous les benchmarks. Et pareil qu'en local, même en production, c'est assez intéressant à utiliser. Et ils ont. En fait, Bun, la question que je me posais, c'est est-ce que ça faisait des breaking change? C'est-à-dire que si moi je suis en Node.js et que je veux passer mon SaaS sur Bun, est-ce que ça va péter de partout? Et apparemment, ils essayent de vachement bosser sur cette comptabilité pour que ce soit totalement transparent si on migre de Node ou de Deno à Bun, en fait. Parce que c'est les mêmes API, en fait. Ils copient les API de. Donc là, récemment, le mois dernier, ils ont copier les API pour Puppeteer. Donc ça veut dire qu'on peut plus facilement, on peut lancer aussi Puppeteer sur Bun. Ils ont copié pas mal de choses. Donc c'est pareil, je suis pas un expert de Bun, mais jetez un coup d'œil parce qu'il y a des gens très intelligents qui l'utilisent de plus en plus et ça a l'air d'être bien parti pour devenir aussi un standard dans les années à venir. Donc voilà, PNPM, ça c'est très très utile avec TurboRepo. C'est pour ça que si vous installez TurboRepo, il va vous demander quel package manager vous voulez utiliser. Je vous recommande de mettre PNPM pour avoir cette rapidité d'installation des packages. Et aussi avoir ici, parce que ça en fait, le workspace attendez. Toc, toc. Cette convention-là, par exemple, ça c'est la convention de PNPM en fait, hein. Si vous installez NPM ou Yarn, ce ne sera pas workspace de point étoile, ce sera autre chose qu'il faudra taper ici. En fait, par exemple, juste pour que je vous montre, imaginons par exemple qu'on veut. On a certaines commandes par exemple qui peuvent nous. Imaginons qu'on veuille runner juste les tests des packages. On ne veut pas runner les tests d'Adonis, de l'API ou de Nuxt.js. On veut juste les tests des packages que l'on a, de tout ce qui est dans le dossier package. Vous voyez, vous pouvez faire ici, donc là, moi j'ai mis une commande, c'est test.app, et ça fait turbo run test, -filter, alors c'est plutôt celui-là que je voulais dire, package, tout ce qui est dans helper, et là, il a mis -cache.turbo, donc il y a ça aussi à mettre. Bah, ça, en fait, ça va uniquement filtrer et run tous les packages.json qui ont qui ont la commande test dans les helpers, en fait. Donc ça vous permet de filtrer encore et d'avoir encore quelque chose de granulaire, en fait. Parce que le problème, c'est qu'on ne veut pas, des fois, lancer tous les tests. On veut lancer juste les tests des packages, par exemple. Et ça peut être aussi pratique pour les builds. Par exemple, vous voyez, moi, si je veux juste build tous mes packages, bah, j'ai juste à faire npm run build .package. Et là, en fait, automatiquement, il va me lancer la commande build de tous les packages.json des packages. Et du coup, voilà. Et si je le relance encore une fois, bah, il va voir qu'il a déjà fait, donc il me met un full turbo et voilà. Là, c'est tranquille. Et ça, en fait, c'est sur ça que tu vas gagner du temps en CI. C'est tout ce qui est build.
S'il voit qu'il a déjà build des trucs, il va pas le faire en fait, si vous êtes sur une machine. Sauf si vous êtes dans une machine où à chaque fois l'environnement est détruit et refait, à ce moment-là, il n'y a plus de cache. D'où l'importance d'avoir le système de Vercel en remote caching. Je pense que c'est ça aussi l'avantage. Mais si tu builds tout sur la même machine, en fait, à chaque fois, t'as pas de souci. Parce qu'il va voir qu'il a déjà build. Sur les machines, après, sur les CI, à chaque fois, on va avoir des runners différents. C'est plus fait de cette partie-là où je me dis à chaque fois, on doit gérer, nous, dire, bon, mais je le mets dans le cache de Circle, machin. On se prend toujours la tête à se dire, ah, attends, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ouais. Et du coup, de savoir si, ouais, il y avait. Après, je pense, tu vois. Je crois que j'ai trouvé un CI Recipes dessus. Ouais, si tu regardes la doc, tu devrais le trouver, tu vois, les CI Recipes pour Vercel, Circle CI, GitHub Action. Ils vont tout expliquer ici pour comment gérer le. Alors, ils vont te vendre leur truc. Mais après, tu vois, ils ont des actions spéciales pour faire du caching, je pense. Ah bah, je crois que c'est ça qu'il a étudié, tu vois. Il a mis cette commande. C'est pour ça qu'il a fait ça, ouais. Mais ouais, c'est totalement possible et franchement, tu peux le diviser par 3 ou 4 tes temps de build, hein, des fois, avec un tel système. Mais c'est le truc qu'on pense, qu'on pense pas assez, où on se dit, ah, putain, mettre le cache sur CI, c'est pas simple. Ouais, c'est cool, ça simplifie tout ça. Ça va forcément vous arriver à un moment où vous allez mettre un bug en production et en fait, vous avez besoin de déployer très vite le fixe. Donc, sachant que moi, en plus, je me force à chaque fois à déployer en staging pour être sûr que je ne rien casser. Et après, je suis obligé de redéployer en prod parce que je merge la branche dev. Nous, on appelle ça la branche dev, c'est la branche master pour nous. C'est là où on merge les pierres qui sont propres et faites. Ensuite, la branche dev, on la merge en staging. Donc, en fait, là, ça va déployer en staging, tout simplement sur staging.thecompany's.api. Donc, ça va tout simplement, voilà, un GitHub Action classique, hein. Et ensuite, après, ça va déployer. Ensuite, quand je vois que tout est bon, je déploie sur production. Donc, ça va lancer ce script-là, deploy production. Et donc, en fait, tu as plutôt intérêt que ça ne mette pas 10 minutes par branche à déployer, sinon ton fixe, c'est en 20 minutes, quoi, tu vas pouvoir le déployer. Si je peux faire une aparté. Ah ouais, non. Si je peux faire une aparté sur un point, vu qu'on a 2 heures, j'avais tout sur Digital Ocean. Parce que ah oui, j'ai bossé pour une boîte qui s'appelle The Family pendant 2 ans en 2014 et j'avais réussi à choper 10 000 € de crédit sur Digital Ocean. Donc en fait, je m'étais tout le temps mis sur ce choix-là. Et en fait, je suis resté longtemps sur Digital Ocean. Le seul problème, c'est que c'est très bien, mais c'est vite cher Digital Ocean pour ce que tu as, je trouve. Et en fait, alors à l'époque, ils étaient les premiers à faire un système avec des SSD. C'était un peu leur value proposition et c'était cool. Et il y avait même tout un système où tu peux lancer des machines assez vite, etc. Le problème de Digital Ocean, c'est que ça coûte vite cher. Et surtout, je suis passé pour une boîte qui est française qui s'appelle Scaleway. Alors, je l'ai pris un peu par défaut parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et franchement, ils font du très très bon travail. C'est une super boîte, Scaleway. Ils ont plein de trucs. Si vous cherchez un hosting provider, je vous recommande vraiment aller chez eux. Parce que leur dashboard, il est clean. Ils ont on peut avoir des machines virtuelles pour. Par exemple, moi, je payais 200 $ par mois à un moment chez Digital Ocean. Là, pour 80 $, j'ai multiplié par 10 ma puissance et j'ai un serveur dédié. Et en plus, ils filent 1 000 € de crédit pour les gens qui ont des nouveaux projets en startup. Il faut juste leur envoyer un email. Et vous pouvez louer des Mac mini si vous faites des scrapping. Parce qu'il faut savoir que quand on scrape sur Mac, ça, c'est un truc en fait, on est moins repéré. Et du coup, c'est toujours cool de scraper sur Mac. En fait, tout le monde scrape sur Windows, Linux, etc. En fait, personne ne scrape sur Mac déjà parce que ça coûte cher un Mac par rapport à une machine virtuelle. Et le Mac mini, ça peut vite. Ça coûte 80 $ par mois, je crois. Mais par contre, on est moins repéré. Donc, si vous avez c'est une bonne gestion des proxys, plus un Mac, etc., en fait, vous pouvez commencer à faire des trucs assez chouettes. Ils ont tout un système avec l'AI aussi qui a l'air d'être stylé. Leur système de storage pour stocker vos images ou vos fichiers, pareil, ils ont ça. C'est l'API de S3, hein. Et franchement, bah, j'avoue que moi j'ai plutôt tendance à aller vers les streams américains, mais Scaleway, super boîte, hein. Vraiment, un jour je ferai une vidéo sur SaaSmaker sur tout ce qu'on peut faire avec, mais c'est vraiment du très bon boulot. Et voilà, je vous recommande en tout cas d'utiliser ça si vous lancez un SaaS parce que ça marche bien. Je voudrais maintenant vous parler d'autre chose si vous n'avez pas d'autres questions sur TurboRepo. Mais on pourra y revenir. Je vous recommande vraiment de regarder la doc. Elle est bien faite, même au niveau design. C'est vraiment, ils ont mis beaucoup de soin dessus. C'est qu'en fait, on va parler d'un outil qui s'appelle ESLint, que vous devez tous connaître, et qui permet de pouvoir facilement avoir un code qui est propre partout.
Et j'utilise plusieurs packages pour ESLint qui sont assez cool. Parce qu'en fait, quand on utilise ESLint par défaut, le problème c'est que en fait, faut falloir faire toute la configuration nous-mêmes. Alors certes, on est dans un turbo repo, c'est chouette, on ne le fait qu'à un seul endroit, mais en fait, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des gens qui ont déjà structuré tout pour vous et qui ont déjà un code base qui a été validé par le temps. Alors il y a plusieurs personnes qui ont des règles ESLint prédéfinies. Vous avez un ESLint Airbnb, par exemple. Airbnb, ils ont une config que vous pouvez facilement étendre et vous avez du coup toutes les règles de base de comment ESLint code, comment Airbnb code. Moi, j'en utilise un autre qui est trop bien, qui s'appelle ESLint Antfoo. Et en fait, lui, c'est souvent mis à jour et il a directement en fait plein de règles pour essentiellement parce que lui, il bosse chez Nuxt, donc c'est très bien pour les produits qui sont sur Nuxt.js, etc. Donc Vue. Mais en gros, il a tout config pour vous et vous avez quasiment rien à faire en fait. Juste à l'importer, voilà, et après exporter Antfoo, voilà, la fonction, dans eslint.config.mjs. Et là, vous avez plein de lignes de code qui sont faites. Et surtout, il y a des trucs qui sont mis pour vous automatiquement. Quand vous allez sauvegarder, des fois, il va améliorer votre code en enlevant des accolades qui servent à rien ou en une constante qui n'est pas définie, il va la dégager, par exemple. Un import qui ne sert à rien, il va vous le surligner. Il y a plein de règles comme ça qui vont vous permettre d'épurer votre code. Donc moi, c'est ce que j'utilise pour ma config ESLint. J'en suis super content et ça marche très bien. Et l'avantage après, comme je vous dis, c'est que dans mon turbo, tout ce que je fais, c'est dans la racine npm run lint. Et lui, en fait, il va me passer tout au cri de mon package et je modifie un par un les fichiers qui ont des erreurs. Il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Perfectionist. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais Perfectionist, c'est pour les gens qui aiment bien quand sur des règles de style. Alors, attendez, je vais vous montrer. Les rules, elles sont ici. Et par exemple, vous voyez, il va pouvoir, dans un include, il va vous organiser tout automatiquement on save, donc par ordre alphabétique. Ah oui, excuse-moi. Alors, moi, je classe tout par ordre alphabétique. Pourquoi? Au début, ça faisait chier mon associé, mais en fait, après, il s'y est mis. Et il s'est rendu compte que c'est pratique. Quand vous avez un objet qui est court, facile à scanner, tu vois. Le problème, c'est quand il y a une trentaine de clés dans l'objet, moi, savoir où est-ce qu'il a mis je sais pas, la clé key A, si elle est en haut, en bas, etc., en fait, je suis obligé de passer tout l'objet. Et pas de chance, elle est en bas. Du coup, j'ai pas eu le temps. Quand tout est ordonné alphabétiquement dans l'objet, en fait, c'est très facile. Moi, je sais que c'est à peu près au milieu de l'objet et je scanne très vite. Ça, par exemple, vous voyez, ils ont un truc qui s'appelle, que je vous le retrouve, sort object. Et vous voyez, là en fait, il va vous mettre une erreur quand l'objet, il y a une clé qui n'est pas classée de manière alphabétique. Donc si j'ouvre mon projet par exemple, et que je vais dans un fichier de test par exemple. Et l'option -fixe de ESLint, ils ont activé pour que ça puisse corriger automatiquement? Ouais. Moi, je fais très attention à faire du -fixe des fois parce que j'ai déjà eu des petits soucis, mais normalement, on n'est pas censé en avoir, ils sont censés faire attention, mais en fait, je fais juste comme je te dis, npm run lint à la racine et après je vois les fichiers en fait qui ont des erreurs en erreur. Mais ce qui est bien par exemple, c'est que, tiens regardez. Ça, c'est mon fichier pour détecter toutes les technologies des sites. Donc vous voyez, moi ça c'est un énorme fichier avec un objet avec plein de techno. Par exemple, A/B-testy, imaginons que, je sais pas, j'avais la flemme, je l'ai juste mis ici. Et là. Vous avez vu quand j'ai sauvegardé, il me l'a remis en haut automatiquement. Donc ça, c'est cool, parce que ça permet de pouvoir avoir un code qui va être formaté sur le long terme et qui va être agréable à utiliser. Souvenez-vous ce que je vous ai dit en fait au début du projet, quand on ouvre son éditeur et qu'on n'a pas envie de coder, c'est qu'il y a souvent un souci en fait. C'est quand même chouette le code et ça, c'est des règles en fait qui vous permettent d'avoir un code qui est propre, dans lequel on va gagner du temps et qui va permettre surtout de se concentrer sur là où est la valeur, qui est finalement construire le produit en fait. Donc, essayez toujours de gagner du temps sur tout ce qui est Nuxt-UI, utiliser des briques, tout ce qui est les règles de ESLint quelque part. On utilise des packages qui sont déjà faits. Perfectionniste, c'est modulable quand même si on veut créer nos propres règles ou en limiter. Ouais. Même si on a la volonté de mettre tout le temps l'ID en haut ou les dates en bas. Exactement. En fait, tu vois, par exemple, moi, ce que je fais, là, tu peux voir la fonction Antfoo.
Donc c'est ce qu'il disait, mais moi j'ai tout étendu. Donc tu as là où tu ignores les règles de ESLint, notamment pour, des performances de VS Code, pour éviter qu'il aille faire du travail dans des fichiers de build et cetera. Et par exemple ici, tu vois, là j'ai mis, Perfectionist en plugin et ce que je fais moi, c'est que je prends que les règles, je désactive tout en fait et je prends que les règles que je veux. Donc, il y a plusieurs règles, mais par exemple, là je vous ai montré la règle des, pour sortir dans les objets, mais ils en ont plein. Une autre qui est cool, c'est par exemple dans les types. Heu, Si je vais dans les types et que je tape companies. Alors attendez. Voilà, vous voyez par exemple là, regardez, si je fais ça, des fois on se retrouve avec des unions qui sont très, très longues et le problème c'est que là, tu vois, si quand je sauvegarde, hop, il me redonne par alphabet. Donc ça, en fait, ils ont plein de règles, que je vous recommande de lire et de prendre un peu celles que vous appréciez et dans lesquelles vous avez envie de ou que dans lesquelles ça fait sens, en fait. Puis après c'est toujours une question un peu de point de vue. Hem, il y a un autre outil, après bon ça d'ailleurs, c'est la même chose pareil pour Tailwind. Moi, j'utilise beaucoup Tailwind. Ils ont un truc qui s'appelle, d'ailleurs, je m'en suis aperçu avant-hier. En fait, vous savez, il y a un truc qui s'appelle Prettier et vous pouvez l'enlever de votre projet. On peut tout faire maintenant avec ESLint. Tout ce que faisait Prettier, quasiment, on peut le faire avec ESLint et ça vous enlève une dépendance. Et par exemple, ils vous forçaient à un moment Tailwind à installer Prettier pour que sortent les classes dans le bon ordre, dans les fichiers HTML ou les templates vus. Bah là, en fait, avec, le package ESLint, alors il n'est pas dans cette branche-là, mais il y a un package ESLint Tailwind CSS. Voilà, celui-là. Bah, il va vous permettre, il propose aussi encore d'autres règles pour, facilement en fait, encore avoir un code plus propre et cetera et il y a un point aussi, ah ça vient de mon associé et il a raison sur ça. En fait, il faut se forcer quand on installe des règles à si possible qu'elles s'activent quand on sauvegarde. Parce qu'en fait, on a l'erreur rouge, mais en fait, quand on est en train de coder, des fois, ça nous ralentit, on est obligé de la fixer. Par contre, toutes les règles où on sauvegarde et hop, ça fixe automatiquement pour nous, c'est super agréable au quotidien, quand on est dans ce type de configuration. Après, quand tu gardes le fichier, il y avait pas l'évolution de S-Lint et du Fiance Auto. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, si on trouve la règle, elle doit être quelque part par là. Ouais, sort object, tu vois? Après, moi, j'ai mis des configurations parce que tu peux les étendre si tu veux. Mais en tout cas, c'est bien de faire du cherry picking. Parce que quand tu installes des packages comme ça, où il t'installe 8 règles, par exemple, ESLint, déjà, quand tu vas refaire un npm running dans ton projet, tu te retrouves avec 500 erreurs à fixer. Donc tu les fixes, mais en fait, peut-être qu'il y en a certaines qui sont. Ça te perd du temps, en fait. Donc tu fais du cherry picking sur ce que tu veux. Et à la fin, tu te retrouves avec un code base. Au moins, toute la config est clean, tu vois. Tu as tout à un seul endroit. Et après, tu peux désactiver aussi. Parce que Handful, lui, ce qu'il fait avec sa config, c'est qu'il va vous mettre peut-être 400 règles de S-Lint. Donc c'est bien, sa structure. Mais peut-être qu'il y en a certaines qui font pas sens, et à ce moment-là, vous pouvez la désactiver, par exemple, avec 2.off. Vous mettez le nom de la règle et vous la désactivez. Faut pas hésiter à désactiver les trucs qui vous plaisent pas, quoi. Euh, alors attendez. Perfectionniste, Halloween. Il y en a un autre aussi, je vous le montre tant qu'on y est. Comme ça, vous aurez le tour. Après, vous prendrez ce que vous voulez. Ça s'appelle Unicorn. Et lui, c'est un gars qui est connu sur GitHub qui s'appelle Sindresaurus. Et c'est pareil, il a fait ses propres règles. Et par exemple, nous, un truc qu'on est en train d'enlever de notre paquet, de notre code base, alors moi j'utilisais beaucoup nul comme en JavaScript, mais en fait apparemment c'est un keyword, même le mec qui l'a créé, il a dit que c'était l'un des trucs les plus néfastes qu'il a créé. Et en fait on peut tout faire avec des undefined. Donc en fait quand on dégage les nuls, on peut interdire par exemple l'usage de nul dans le code base. Il a plein de règles en fait, hein, vous pouvez les voir ici, les rules. Faut pas hésiter en fait à des fois passer une après-midi à bien setup son projet au niveau des règles et après derrière à le faire évoluer. Voilà, pour tout ce qui est ESLint. Donc il y a pas non plus, la config d'Antfou plus, Perfectionist, le plugin de Tailwind si vous l'utilisez et Unicorn, franchement vous pouvez à peu près avoir un code base qui est assez clean. Et il y a plein d'outils il y a un outil sur Nux qui est assez cool qui s'appelle Nux Content.
et qui permet de pouvoir très facilement avoir des fichiers Markdown et avoir une API où on peut request en fait les fichiers Markdown et afficher. Donc par exemple, si on veut, c'est un peu comme le Strapi. Ça vous fait une sorte de, vous avez un YAML, des fichiers YAML, etc. et vous pouvez les request et facilement mettre dessus. Donc moi par exemple à ma doc API, je pourrais avoir mes terms et conditions, elles sont dans un fichier Markdown et sur la page terms and conditions, je fais juste le fichier Markdown et ça va m'afficher bien propre. Ce qui fait qu'en fait le contenu textuel est dissocié en fait du code et ça c'est une bonne pratique parce que quand on arrive dans des systèmes d'internationalisation, en fait on va avoir un fichier Markdown par langue. Et si vous les mettez les uns à côté des autres, avec le copilot de GitHub, automatiquement, il va vous traduire ultra vite tout, en fait. Donc, ça, c'est assez chouette. Un autre truc aussi qui est très précis, très pratique, que je vais vous montrer, c'est que dans Vue.js, si j'ouvre un de mes composants, par exemple, attendez, je ne sais jamais à quel ouvrir à chaque fois, mais imaginons que j'ouvre un composant par défaut, qui est assez gros, par exemple. Attendez, c'est plus simple que je regarde. En fait, mon système d'internationalisation, moi, j'utilise comme ça. En fait, j'ai mon composant Vue.js, donc avec mon TypeScript en haut, mon template, ok, et j'ai mon internationalisation, je l'ai en dessous. Je ne l'ai pas dans un fichier à part. Et pourquoi je fais comme ça? C'est parce que, imaginons un jour, je dois faire mon site je sais pas, en espagnol, par exemple. En fait, avec GitHub Copilot, hop, alors là, il est parti. Alors là, il n'a pas marché. Mais normalement, GitHub Copilot, il va vous... alors peut-être que je dois faire le premier. Étrange. Legal Documents, pourtant c'est en espagnol. Si j'ouvre un autre. C'est bien, ouais, c'est ES. Pourtant. Voilà, là, elle a marché, vous voyez. Mais en fait, ça me permet de traduire dans une autre langue très très vite, en fait. Grâce... Et donc, en fait, mes fichiers de translation, j'ai tendance à... J'ai quand même des fichiers de traduction comme ici, où c'est un fichier avec plein de strings, vous voyez. Ou par exemple, j'ai tout ce qui est global. C'est des trucs qui reviennent dans tous les composants, en fait, donc je ne vais pas les mettre à chaque fois. Mais... ou ça peut être aussi des... Bon, là, c'est le data mais ça peut être aussi des... voilà, des trucs spécifiques, comme par exemple les toasts ou aussi les pays. Mais par contre, tout ce qui est spécifique à un composant, j'ai tendance à le mettre en dessous du composant. Dans le package 18n, vous pouvez activer cette fonctionnalité, si elle n'est pas par défaut maintenant. Et en fait, voilà, quand vous traduisez un truc, ça va trop vite. Hein. Là, si je veux le mettre en japonais, je fais JA. Et toc, automatiquement, normalement, il est censé mettre tout en japonais. Alors après, j'ai fait des tests. Au niveau des systèmes de traduction, il faut savoir que Copilot, il traduit à peu près bien, mais quand un natif lit le code, il comprend ce qu'il veut dire, mais c'est pas parfait. J'ai testé avec aussi ChatGPT, en lui balançant le JSON et en demandant de traduire. C'est un peu mieux. J'ai testé avec l'arabe en fait, parce que ma femme elle est marocaine, donc elle comprenait, elle pouvait me dire. Et donc c'était un peu mieux. Et par contre, Google Translate, ça reste le meilleur, apparemment, encore. Quand on passe de l'anglais à l'arabe ou l'anglais au chinois ou ce que vous voulez. Donc en fait, c'est toujours bien de copier-coller plutôt dans Google Translate. Alors après, avec ChatGPT, oh là, je ne sais pas si ça doit être encore mieux, peut-être, je ne sais rien. Mais en tout cas, avec la version 4 versus Translate, Translate bat encore pour moi. Donc ça, c'est assez pratique de gérer tout ce qui est internationalisation en fait, directement dans les composants. Après, si vous voulez, je peux vous montrer un peu comment je structure mes projets. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont assez pratiques. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt... Quand tu démarres un SaaS, il faut démarrer vite. Et on fait des erreurs, c'est pas grave. Mais après, on va refactorer. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte des trucs qu'on aurait aimé faire avant. Alors, il y a plusieurs choses qui me sont arrivées comme ça, où j'ai découvert au fur et à mesure du projet et que j'aurais aimé faire direct. L'un des points, c'est tout ce qui est test. Alors, les tests, c'est vraiment extrêmement pratique sur le back-end. Parce que, en fait, quand vous développez une fonctionnalité en back-end, c'est assez facile à tester une fois que c'est intégré. Par exemple, Adonis, ils ont un truc qui s'appelle JAPA, J-A-P-A, qui est leur système de test unitaire. Mais il y en a plein qui existent, hein. Vous avez Mocha, etc. Et en gros,
tout ce que je fais, en fait, c'est que, vous voyez, j'ai mes contrôleurs ici. Et en fait, chaque contrôleur... Attendez. Chaque contrôleur, en fait, il a toujours le fichier spec.ts à la même racine du fichier. Je n'ai pas un dossier test dans le projet et, où je mets tout dedans. Parce qu'en fait, à chaque fois, je vais cliquer, etc. J'essaie toujours de faire en sorte que mon contrôleur, il ait le fichier test qui soit juste à côté. Comme ça, si je l'ai ouvert, je peux très vite y accéder. Ensuite, ça marche même chose pour les modèles. Hein. Donc voilà, pareil, les modèles, ils ont les specs. Et en fait, ce que je fais, c'est que avant de coder mes fonctions, j'écris toujours mon test avant et je fais en sorte, donc par exemple là c'est pour un forgot password classique. En fait, j'écris d'abord mon test et ensuite j'écris la fonction principale. Bon, c'est du TDD classique. Hein. L'avantage de faire ça, c'est qu'à chaque fois, c'est comme si vous mettiez un check. Tu veux que je augmente? L'avantage de ça, c'est que tu fais un check et tu es sûr qu'à chaque fois, tu casses rien en fait. Et quand tu commences à run ton... Je peux vous garantir, surtout quand on fait de l'algorithmie, il y a un moment où quand tu fais des algos, par exemple sur des algos classiques, mais par exemple ici, moi, j'ai un moteur de segmentation où si je tape, par exemple, imaginons que je veux récupérer toutes les boîtes SAS qui sont en Amérique du Nord, par exemple. Là, en fait, automatiquement, il va commencer à faire une requête au back-end, etc. Mais moi, ça, je veux que ça marche tout le temps. Donc, en fait, les endpoints de ce contrôleur, ils sont tout le temps testés. Et à chaque fois, en fait, je m'assure que, avant de déployer, avec justement la commande dans TurboRepo, où je fais npm run test dans la racine, ça me run tous mes tests. Et là, je suis tranquille, je peux le déployer. Alors, ça peut être... Des fois, on se dit, bon, c'est pas grave si on met un bug. Mais des fois, il y a des systèmes très sensibles. Tout ce qui est paiement. On n'a pas intérêt de mettre un bug dans le système de paiement. Si un mec qui veut payer et que ça marche pas, il va falloir fixer et déployer. Les systèmes, tout ce qui est, pareil, authentification. On a quand même intérêt que notre login il fonctionne tout le temps. Parce que si jamais... et franchement, ça arrive tout le temps qu'on casse des trucs sans s'en rendre compte. Donc, c'est une sécurité que vous faites pour vous, de tester tout comme ça. Et honnêtement, je pense qu'on gagne du temps en fait, après sur le long terme. On en perd au début, mais sur le long terme, on en gagne. Parce que dès qu'on veut rajouter un petit truc dans le login, par exemple, ou changer, en fait, on est sûr à chaque fois qu'on ne pète pas quelque chose et qu'on ne fait pas un effet de bord. Parce que le fait de s'en rendre compte a posteriori est souvent plus coûteux en termes de temps et de ressources que de s'en rendre compte en local, en fait. Ouais. Alors, comment ça marche? En fait, c'est juste... Alors, mes tests, je les fais toujours comme ça. Alors, le nommage est important. J'appelle le nom du contrôleur, je mets forgot password, et en fait, quand j'ai qu'un seul succès à tester, je fais point success. Mais si j'en avais plusieurs, j'aurais mis un truc ici plus précis. J'aurais mis peut-être point, je sais pas, check something, tu vois. Et en fait, mes tests, ils sont le plus, ce qu'on appelle independent possible, c'est-à-dire qu'ils sont le plus scopés. Je ne vais pas avoir un grand test avec tous les tests de succès, ce que je faisais avant d'ailleurs, parce qu'en fait, ça devient vite galère à maintenir. Donc en fait, je les scope en plein de petits tests. Et en fait, comme tu peux le voir, là, il va juste faire en tant que visiteur, il va demander un forgot du password avec un email que j'ai généré automatiquement, avec un truc qui s'appelle une librairie, un générateur. En fait, je me suis fait un petit générateur qui utilise Faker.js, qui vous permet de pouvoir générer des emails à la volée ou ce que vous voulez, des noms d'entreprise, ce que vous voulez. Et donc, en fait, quand je l'appelle, là, je fais juste user.email, non, generate.user, et il va me générer un initiateur, en fait. Donc, je fais juste ça, tu vois. Je regarde le statut est bien 200 et je regarde que le message derrière, il est forgot pass, il est bien. Puis après, je peux checker aussi que le mail a bien été envoyé. J'utilise un outil qui est assez cool qui s'appelle Mailtrap. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en gros, vous l'installez et automatiquement, c'est comme une sorte de sandbox où vous allez pouvoir voir les emails en fait, qui sont envoyés. J'ai pas vraiment le choix avec Adonis, parce qu'on est obligé d'utiliser Java. C'est java.dev. Donc, mais ça marche bien. Il y a quand même des petits soucis des fois, où des edge cases où tu veux tester des trucs qui fonctionnent, où tu te dis, en fait, c'est pas possible. Notamment des retours de promesses. Je n'ai pas encore réussi à trouver comment faire. Mais sinon, voilà, tous les trucs de base, tu les testes facilement avec ça. Donc, dans les tests, il y a toujours ce générateur. Il ne faut pas hésiter à se créer un générateur
qui peut générer, je sais pas, un utilisateur, une entreprise, etc. Vous pouvez voir aussi d'ailleurs que ici, là je le fais pas, mais je pourrais. Ouais, j'ai des routes en fait. J'ai un générateur qui génère des Axios, des instances de Axios, mais par type. Donc visiteur client, c'est un visiteur. User client, ça va être un utilisateur. Admin client, ça va être un utilisateur admin. Et en fait, ça me permet de, quand cette requête-là, elle est faite là-dessus, c'est avec le bon token qui est envoyé. Donc là, il n'y en aura pas vu que c'est un visiteur. Et je teste aussi tout ce qui est middleware. Donc les exceptions, vous voyez. Donc par exemple, dans mon code, si le password il a déjà été envoyé, si le mec il a déjà fait une demande de password, je ne vais pas renvoyer un email. C'est-à-dire que sinon le gars il peut me dégommer mes crédits Mailgun. Il suffit qu'il fasse une boucle et qu'il. Donc ça, en fait, s'il a déjà été envoyé dans les 24 heures, ça va lui envoyer une exception en lui disant voilà. Donc ça, je le teste aussi. Ce qui fait que si quelqu'un un jour il me dégage ça, ce qui crée du coup un souci, parce qu'on pourrait niquer mes crédits Mailgun, en fait là je sais qu'avec ce test-là, je suis protégé. Une fois qu'il est écrit, je suis protégé, tu vois. Il n'y a pas de souci. Test sont lents, parce que tu testes les composants, donc tu fais les requêtes HTTP à chaque fois. Ouais. Est-ce que tu testes là 4 minutes. Et j'ai 500 tests à peu près. Et ça, après, c'est des trucs qui s'optimisent au fur et à mesure en fait du projet. Et justement, c'est une très bonne question que tu me donnes, parce qu'en fait, après, on va parler des mocks pour faire tourner sa test suite dans l'avion, par exemple, sans Internet. Et je vais vous montrer des trucs assez poussés après qu'on fait au niveau des tests. Donc ça, c'est vraiment les tests de base, comme vous pouvez le voir. Mais ça permet de... Faut pas hésiter à coder comme ça si vous pouvez, parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Et je check aussi, pour l'anecdote, j'ai un fichier keys. Et par exemple, vous voyez, quand on retourne un user, en fait, ici, là, je texte only properties keys.user. Et ici, dans ce dossier, vous voyez, c'est les clés en fait de l'objet user. Parce qu'en fait, il y a des fois où on code et on peut leaker des trucs. Par exemple, moi, sur mon objet company JSON, c'est ce que je vends. Il y a des clés, je veux pas qu'elles soient là en fait. C'est des clés qui sont importantes pour le business, je veux pas qu'elles soient envoyées, sauf sur des utilisateurs premium peut-être. Donc ça, en fait, ça permet de tester aussi les clés et d'être sûr qu'à chaque fois, ce qui sort de notre API, ça ressemble bien à la shape de ce qu'on a décidé derrière. Ouais. Est-ce que la structure, est-ce que tu utilises aussi à certains endroits du snapshot testing C'est que par exemple pour... comparer le résultat de response to un user avec un JSON qui est enregistré dans le fichier test. Ouais, alors ça, je le fais pas. Ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai juste des tests un peu basiques derrière sur vérifier que le statut il est bon, et qu'après, je teste des clés, en fait, tu vois. Ou des shapes de clés avec only properties. Mais par contre, je le fais avec du mocking juste après, ce que tu me demandes. Et je te montrerai juste après sur la partie scrapping. Donc ça, honnêtement, le test, n'hésitez pas à mettre en place tout parce que ça peut faire gagner pas mal de temps. Et c'est quelque chose que je dois dû mettre dès le début. Juste, les morales à retenir, c'est qu'il faut que vos tests, vous voyez, là, voilà. Tiens, hop. Là, tu peux voir que c'est point success, point. Bon, alors c'est un peu long, mais je peux comprendre ça. Ça envoie ça envoie un token de registration, mais par contre, ça prévient les subadresses. Donc, par exemple, tu vois, eux, des fois, ils mettent plus, ils mettent Julien point, là, ils mettent plus truc. Donc, en fait, ils créent plusieurs comptes en mettant juste une subadresse. Là, j'ai un test qui vérifie que la subadresse, ça va pas être là. Enfin, en fait, que ça va refuser à la fin, en fait. Et là, comme tu vois, comme j'en ai plusieurs ici pour le login des success, en fait, j'en ai un autre ici. Là, je rajoute un point. Et le nommage, il est très important en fait. Ayez un nommage très clair dans vos tests. Vous le trouverez en fonction de votre style. Mais moi, j'aime bien mettre le nom du contrôleur, le nom de la fonction, et après success, exception, ou derrière les middleware aussi. Je teste toujours mes middleware. Je veux pas qu'une route qui est censée être accessible par l'utilisateur, d'un coup, parce qu'on a enlevé quelque chose, ou on a fait un bug dans le middleware, et ça m'est déjà arrivé, en fait, on finit par pouvoir faire des requêtes alors qu'on n'est pas censé pouvoir les faire. Tu vois. Et pour les modèles, c'est la même chose. Hein. Les modèles, ici, je mets le nom du modèle, la question, la méthode, et après success derrière souvent, ou exception. Et comme ça, quand je run mes tests et que j'ai une erreur, je sais directement à peu près où est-ce qu'il y a eu un bug.
Alors, le truc très important quand on fait des tests, mis à part le fait de garder les tests les plus petits possibles, enfin, de taille normale, et de bien les architecturer, c'est qu'on veut éviter, pour que la test suite elle ne prenne pas trop de temps, de requêter Internet. Il y a un moment où moi j'avais testé tout le subscription de Stripe. C'est-à-dire quand quelqu'un crée une subscription, etc. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma test suite, à chaque fois que je la run, ça faisait un compte dans mon Stripe de test et ça vérifiait que tout se passait bien. Ça, le problème, c'est déjà, c'est que ça ne marche pas dans l'avion. Donc, si vous n'avez pas Internet, en fait, votre test suite, à chaque fois, va fail. Et deux, ça peut vite prendre beaucoup de temps parce que tu es dépendant d'un serveur externe et de ta connexion Internet. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise un package qui s'appelle NOC, NOCK, qui est très cool. Franchement, jamais de souci avec et il est simple. Et en fait, ici, ce qui va vous permettre, tout le monde voit c'est quoi un mock? Ça va vous permettre ici, dans mon fichier API, dans mes tests, par exemple, pour Stripe, si je, par exemple, pour récupérer le billing portal, vous voyez, en fait, ça c'est la réponse de Stripe. Donc je la mets dans un fichier. Et en fait, ici, dans mon billing controller, là où je vais avoir une fonction qui va me permettre de récupérer le portal, vous voyez, j'ai un helper qui s'appelle knock, que je peux ouvrir si vous voulez. Et si je viens dans Stripe, Clearbit, Mailbox Layer, Stripe, Billing Portal, en fait, il va lire ce fichier JSON que je vous ai montré avec la réponse JSON. Hein. Et en fait, vous voyez, il va dire ici que dès que cette route-là, elle est appelée quelque part dans mon code base, automatiquement, il va me retourner le résultat de ce dossier-là. Donc en fait, je ne requête pas Stripe. Ça va me retourner directement le fichier JSON en fait, que j'ai mis dedans. Donc ça va dire que c'est lancé ultra vite. Et ici, tout ce que. Par contre, il faut l'appeler ici, voilà. On l'initialise ici, ouais. Et du coup, si Stripe change sa réponse, Franchement, Stripe, s'ils font ça, c'est chaud. mais admettons, il y a notre API, que ce soit Stripe et Ouais. teste, et du coup, ça veut dire qu'il faut changer après un seul endroit, mais c'est vraiment. Alors, ça, tu as des fonctionnalités qui te permettent de pouvoir désactiver. Tu fais knock.disable et ça va désactiver tout. Et ça va faire les requêtes. C'est-à-dire que knock, il va te faire les requêtes. Par contre, ton test suite, il va durer longtemps. Mais ici, je crois que c'est dans ce package-là, dans mon API. Je crois que c'est ici. Tu vois, moi, je fais un knock disable netconnect et ici. Et en fait, moi, dans ma test suite, grâce à cette ligne-là, j'ai pas Internet. C'est-à-dire que si quelqu'un essaie de faire une requête, mon test suite, il va fail, il va dire on n'a pas réussi à trouver le site Internet. En fait, c'est une sécurité que je mets. Est-ce que donc, tu vas régénérer les fichiers de réponse? C'est peut-être possible de faire ça. Moi, je les ai fait à la main, en fait, en récupérant le résultat et le mettant dans JSON. Et ça, c'est très cool parce que on peut aller plus loin maintenant. Alors, juste un point sur Stripe. Je testais tout Stripe parce que du coup, je faisais le système de création de subscription, etc. Okay. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. Stripe, ils ont un système qui s'appelle Stripe Billing. C'est ce qu'utilise OpenAI, c'est ce qu'utilise Twitter quand vous payez. Et ça va vous faire gagner un temps fou. C'est-à-dire que quand vous lancez, imaginons que je vais prendre un plan là, en fait, il vous ouvre automatiquement cette page-là que vous avez sûrement déjà vue. Et en fait, vous n'avez plus rien à gérer en fait. Stripe, il gère tout ça pour vous maintenant. Tout ce qui est ajout de coupons, tout ce qui est création de subscription, etc. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de rajouter un webhook sur Stripe et automatiquement, en fait, quand il va y avoir une subscription, ça va vous envoyer une réponse et vous la traitez. Donc, vous n'avez plus qu'une seule route. Et tout le système de billing, vous n'avez plus à gérer. Ça vous enlève une énorme brique. En plus, c'est bien fait parce que ça gère la TVA aussi pour vous. Donc, si jamais, vous voyez là, par exemple, je vais disable log out of link, parce que normalement, ça ressemble à ça, en fait. Voilà. Imaginons, par exemple, là, vous voyez, il m'a mis la TVA. Imaginons que je sois au Canada. Si je mets Canada ici, la TVA est mise à jour automatiquement et ça, vous n'avez pas de souci à gérer ça. En fait, c'est du code en moins. Vous n'avez pas besoin de gérer les vérifications de numéro de TVA aussi. Il va le faire pour vous en vous disant ce numéro de TVA n'est pas bon si jamais le mec il met n'importe quoi. C'est ce que Valérian expliquait d'ailleurs avant-hier, c'est qu'il y a ça peut arriver qu'on vous redemande en cas de contrôle si les numéros de TVA sont pas bons, que vous la payez vous-même en fait. Parce qu'en fait, c'était peut-être un particulier qui a mis n'importe quoi. Il va vous générer aussi tout ce qui est coupon code, il gère pour vous. Il y a aussi le système de Stripe Tax qui existe. Parce que le problème de la TVA, c'est quand vous atteignez des thresholds dans certains États ou pays européens,
les conditions changent en fait, vous devez peut-être, reverser directement la TVA à l'Allemagne, plutôt qu'à la France. Donc il y a des notions comme ça qui sont très pratiques avec Stripe. Il y a plusieurs intermédiaires de paiement quand on fait un SaaS qui sont connus. Vous avez Stripe, vous avez Lemon Squeezy, qui est aussi utilisé. Alors Lemon Squeezy, un de leurs avantages, c'est qu'ils disaient qu'ils géraient les taxes pour vous, mais en fait, ils gèrent aussi, comme vous pouvez le voir, Stripe, la TVA et compagnie. C'est juste qu'ils ont un module qui s'appelle Stripe Tax et vous avez un autre qui s'appelle Paddle aussi, qui, est assez utilisé pour, faire, d'ailleurs, ouais, MacPo l'utilise pour pouvoir faire des paiements. Donc vous choisissez un qui vous plaît et derrière, vous gérez pas cette brique-là, en fait. Vous loguez directement le Stripe portal. Vous n'allez pas recoder comme j'avais fait avant un système avec le mec qui rentre sa carte bancaire, blablabla. Ça, il y a pas besoin, en fait. Tu focuses sur la valeur. Donc ça, c'est aussi important quand de se dire: «OK, je veux pas prendre de risques. Tu me disable internet partout dans la test suite», avec cette ligne-là. En fait, il y a des noobs qui permettent d'écrire des tests en mode web. Et en fait, cache les requêtes HTTP. Mmh. Ce qu'on fait d'IO. Et l'intérêt, c'est que dans ta CI, les premiers jobs sont bloqués. Donc, du coup, tu as le feedback rapide de est-ce que ça part ou pas. Et comme tu es en CI, tu vas réexécuter les tests, mais c'est aussi en désactivant les logs pour avoir. En fait, on a les gains de exécuter rapidement tout en donnant une seule feuille test et en partant en prod en y. Ouais. En fait, il faut se taper la doc de Nock en détail pour l'utiliser et il y a sûrement plein de choses assez poussées qu'on peut faire. L'avantage de ces outils-là, comme j'ai dit, c'est de pouvoir être sûr qu'on contrôle les retours des JSON, des API externes et surtout d'aller plus vite. Comme on n'a pas internet, ça vous accélère une test suite de ouf et par exemple, nous, notre boîte, on n'aurait pas pu la faire en fait sans les tests parce que, par exemple, dans notre moteur de scrapping, il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup d'algorithmies. Parce que nous, on va analyser des sites internet, etc. Mais par exemple, que je vous regarde, c'est dans le serveur. Voilà. En fait, je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, on a des fonctions qui sont utilisées, par exemple, tiens, pour extraire les réseaux sociaux. Allez, Company Social Network, ça va être clair ça. Donc, par exemple, on peut mock en fait des sites. Donc, par exemple, imaginons que là, j'ai mon Airbnb.html. Ah ouais, il a désactivé du search. Alors, c'est dans les mocks. J'ai un fichier HTML qui correspond à des sites. Donc, par exemple, Airbnb. Donc ça, c'est le code HTML de la page de Airbnb, de la home page. En fait, avec mon système, j'ai une fonction qui va charger la page, qui va moquer en fait la page HTML de Airbnb, lancer la fonction et m'assurer derrière que les réseaux sociaux sont bons. Et donc, en fait, progressivement, on se retrouve comme ça à faire des trucs de plus en plus poussés, parce que je peux rajouter les réseaux sociaux. Et quand je lance cette fonction, cette test suite, je suis certain en fait que mon système pour détecter les réseaux sociaux sur une page web, il marche tout le temps en fait. Parce que je vais le tester sur plein de sites. Donc, par exemple, sur Crisp, je dois avoir des tests avec Crisp. Voilà. Et ça, par contre, le problème, c'est que si je moque pas aussi mes fichiers HTML et qu'à chaque fois je fais une requête en temps réel sur Crisp, votre système d'analytics, Plausible et compagnie, en fait, je vous l'abîme, tu vois. Donc, en fait, ouais. Protection anti-scrapping. Et ça, exactement. Et ça, c'est ce qu'on appelle les flakes. Quand une test suite est flake, ça veut dire qu'à chaque fois, des fois, vous la lancez, elle marche, et des fois, vous la relancez, elle marche pas. Parce qu'en fait, il y a des trucs et ça, c'est le pire, ça m'est déjà arrivé. Il faut fixer ça tout de suite. Si vous avez plus confiance dans votre test suite quand vous la lancez, c'est qu'il va falloir passer un peu de temps pour débugger et comprendre ce qui se passe. Et ça peut arriver. On a déjà eu des bugs où, en fait, on comprend pas pourquoi. À chaque fois, on lance et en fait, le test de registration, il marche une fois sur deux. Et tu sais pas pourquoi. Ça flake. Ça, faut fixer. La test suite, quand vous la lancez, elle doit marcher en fait. Si elle a marché avant. Et si elle n'a pas marché, elle doit marcher. Sinon, vous n'avez plus confiance et c'est le début des emmerdes. Donc, on peut faire des trucs assez poussés avec Nock. Même d'ailleurs, on a même pour détecter les technologies,
bah, on fait des trucs assez intéressants avec Puppeteer aussi. Puppeteer, c'est un autre outil comme Selenium, etc., qui vous permet de tester plutôt des applications front. Mais l'avantage de Puppeteer, c'est que ça vous permet de pouvoir tester un flow, par exemple, d'utilisateur. Est-ce que moi, quand quelqu'un s'inscrit, je teste tout mon flow et je m'assure que en fait, j'ai rien cassé. Donc là, les tests unitaires, on va tester des résultats de fonction. Les tests d'intégration, on va tester plutôt les tests fonctionnels, des retours de route. Donc on appelle une route d'un contrôleur qui, elle, derrière, fait son chemin public et nous retourne une réponse. Et les tests d'unit test, unit testing, enfin, non, pas unit testing, comment ça s'appelle? Les end-to-end, eux, on va lancer un browser, en fait, comme Puppeteer, etc. Et il va lui charger la page et faire plein d'actions, cliquer sur les boutons, s'assurer que tout fonctionne, etc. en contrôlant le DOM. Est-ce que du coup, t'en as testé d'autres que Puppeteer, enfin, juste pour un retour d'expérience, par exemple, j'ai pas utilisé Cypress, Cypress, c'est celui que mais j'ai du utilisé. coup, j'ai pas forcément regardé est-ce que par rapport à Puppeteer ou même Playwright, est-ce que tu as un retour toi d'expérience par rapport à ça? Alors, pendant très longtemps, Cypress était populaire. J'ai l'impression que beaucoup sont passés sur Playwright pour des raisons de euh, licence ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, à un moment, je crois que Cypress, il y avait des rumeurs comme quoi ils étaient en mauvaise santé, ce qui n'est pas forcément le cas. Ça a l'air d'être une boîte qui fait du cash. Mais surtout, ils avaient des fonctionnalités payantes en cloud qu'ils avaient mis en place. Et du coup, certains développeurs ont préféré partir sur un truc full open source qui s'appelle Playwright. Les deux sont bien. Déjà, franchement, si vous faites des tests fonctionnels, c'est déjà bien en fait. Après, moi, je suis partisan de tester les trucs vraiment, surtout en back-end. Et après, derrière, quand on a le temps, on peut faire le front. Mais il faut tester des flows en fait. Parce que sinon, tu peux vite perdre de ton temps à tester des milliers de tests et il faut les maintenir derrière. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur les tests. Sur tout ce qui est mocking, ça sera vraiment clé quand vous commencez à faire un SaaS. Ça va se poser. Et Nock, ça marche bien en tout cas, Node.js. Il y a un autre outil que j'ai découvert qui est assez chouette, qui s'appelle Mobin. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en gros, ça va vous permettre de pouvoir avoir accès à plein de pages SaaS qui ont été faites. Alors, par exemple, si vous faites une application mobile, vous avez pour iOS, vous avez pour Android. Et nous, dans le SaaS, on va plutôt être intéressé par le web. Mais vous avez, par exemple, voilà, là, on est dans les UI Elements, mais si je viens dans App, là, ils sont répertoriés par app, en fait. Donc, par exemple, imaginons que vous êtes un fan de BetterStack, qui est un très, très bon SaaS au niveau de l'UX, etc. Vous tapez BetterStack ici, ça va aller dans app, en fait. Et vous pouvez voir tous les flows, en fait, qu'ils utilisent. Donc là, vous avez le flow pour connecter, comment ils connectent leur Slack, à leur produit à Slack. La connexion ne marche pas super, mais là, c'est les images, en fait, de leur flow. Ça peut être utile, par exemple, si vous avez un jour une page de pricing à designer. Bah là, vous allez dans Marketing Page, vous tapez Pricing Page, et automatiquement, vous avez toutes les pricing pages de tous les SaaS qui apparaissent, et vous avez juste avec la souris à naviguer avec la flèche du clavier, et ça vous permet avec une feuille de prise de notes, hop, noter tous les trucs bien, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, et après derrière tu codes le truc. Et il faut éviter souvent de partir tête baissée dans une direction quand on a une tâche. Des fois, ça vaut le coup de prendre 10 minutes, d'aller s'inspirer de ce que les autres font, de prendre les notes, et derrière après d'aller exécuter le screen. Vous aurez un résultat bien meilleur, et vous allez surtout aller plus vite. Beaucoup plus vite. Et c'est pareil, imaginons que vous allez dans votre SaaS, quand les gens se désabonnent, bah, soit vous les désabonnez, soit vous créez un flow de cancellation. Bah là, avec les flows ici, vous voyez, canceling subscription, bah, vous avez tous les flows, en fait, comment les gens ils font, en fait. Donc, comment Jasper ils font, comment Coda ils font, comment Etsy ils font quand on cancel un trial. Et ça peut vous donner des idées sur « Ah, tiens, c'est pas mal de demander ça », ou alors « Ah, tiens, c'est pas mal de proposer tel type de discount pour le réactiver ». Ça va vraiment vous donner beaucoup d'idées sur tout ce qui est flow. Et il y en a énormément. Et pareil pour les UI éléments, si un jour vous avez un tableau à designer, vous cliquez sur Table. Et là, vous avez tous les tableaux CRM qui sont là et ça peut vous donner de l'inspi, quoi. Donc, très très bon outil qui fait gagner un temps assez important. Un autre point que je voulais faire une remarque, c'est n'essayez pas d'être toujours à jour dans les technologies. Par exemple, tu vois, c'est ce que j'avais retenu de l'épisode qu'on avait fait sur le back-end. Tu avais dit à un moment que Redis, tu avais essayé de le mettre à jour et ça avait sauté à la tronche et que tu avais perdu beaucoup de temps parce qu'en fait, il y avait un bug qui est arrivé
C'est simple, ouais, on est passé de Redis 5 à Redis 7 sur la prod de Crisp l'été dernier. Et le Redis 7, en fait, qui était celui qui était publié dans les packages Debian, donc a priori stable, il nous a segfault en pleine nuit, en fait, sur le serveur. Enfin, ça faisait plusieurs années que la prod marchait très très bien sans aucun crash. Et là, tu as le Redis 7 qu'on installe, gros segfault pendant la nuit. Et du coup, en grosse urgence, on a cherché à mettre à jour en fait, la version de Redis avec des patchs, parce que ça avait été corrigé en fait chez Redis. Alors, bien que ce soit stable, tu vois, il y avait des bugs en fait. Et le point en fait à retenir, c'est que s'il avait mis à jour 1 an plus tard, en fait quelqu'un d'autre aurait déjà catch le bug et il l'aurait réintégré en fait, ce qui fait que lui quand il aurait mis à jour Redis, en fait ça serait passé clean. Donc des fois ça sert à rien de vouloir être tout le temps cutting edge tout le temps et dès que ça y est, la 7 qui sort, je l'installe direct. Là c'est pareil, nous on utilise une base de données qui s'appelle EdgeDB, qui est assez cool d'ailleurs, c'est en train de gagner pas mal en impact. Je crois qu'OpenAI ils ont même investi dedans. Et EdgeDB ils ont sorti la version 7 je crois hier, et on l'a su, il est déjà en train de l'installer, mais il voit bien qu'il y a des trucs qui pètent. Donc en fait, des fois, c'est bien d'attendre 1 an que le truc est à jour, même des fois plus, et après de s'y mettre. Il ne faut pas toujours chercher à être un first comer en fait. Il y a des vertus à être un late comer et à mettre les trucs à jour en temps et en heure. Là-dessus, c'est intéressant parce que sur Hacker News, il y avait pas mal de commentaires où on disait dès qu'on est dans du software, ne jamais prendre la première major qui sort, mais attendre que les versions de patch arrivent, que ce soit pour iOS ou macOS, on ne prend pas la dernière major, on attend qu'il y ait au moins la .1, .2 qui est sortie. C'est finalement la même chose que ce qu'on est en train de dire pour les dépendances. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a un juste milieu entre je ne mets pas à jour mon OS, je ne mets pas à jour mes logiciels, je ne mets pas à jour mes dépendances, et là c'est la dette, et je mets trop à jour tout de suite, et là du coup c'est du risque. Ouais. Donc on voit qu'il y a un juste milieu à avoir là-dessus. Ouais. Il y a un jeu entre dette et risque, exactement. Et même sur des techniques comme Redis qui sont quand même battle-tested, tu vois, on peut avoir des soucis, donc il faut... On a aussi eu des soucis avec MySQL. Hein. Ouais, bah MySQL c'est battle-tested aussi, tu on a tout upgrade le même été. On rompait en fait ses propres index à des moments random de la journée. Parce qu'en fait, on faisait on avait une structuration de la base de données qui était telle, et on avait un type de requêtage qui était tel. Et en fait, on triggerait un bug du moteur, en fait, qui était un bug obscur. Ouais. On a réussi à faire fixer, en fait. Et c'est nous qui avons reporté le bug. C'est-à-dire qu'on était les premiers, visiblement, à avoir reporté ce comportement-là, quoi. MySQL, enfin MariaDB. Donc c'est quand même un gros truc. Ouais, il y a quand même Facebook derrière, tu vois. MariaDB, je sais peut-être. Je crois qu'ils sont sur MariaDB, enfin ils étaient un moment. Mais donc voilà, il ne faut pas toujours chercher à être le premier partout. Et pour finir sur des choses un peu plus larges, moi je vous encourage beaucoup à prendre des notes. Je ne comprends pas pourquoi les gens ils prennent pas beaucoup de notes en fait, surtout ce qu'ils découvrent. J'utilise beaucoup Notion pour ça. Et à chaque fois, par exemple, vous voyez, à chaque fois que j'écoute un épisode de podcast, par exemple, j'ai toujours mon Notion et voilà, et je note dedans les trucs qui sont bien. Et en fait, derrière, c'est ce mindset à toujours prendre des notes sur tout. En fait, sur le coup, tu n'en as pas vraiment besoin, en fait. Mais le jour où tu dois revenir sur un sujet et tu veux savoir ce qu'il a dit, plutôt que de te retaper le podcast, tu peux facilement revoir les notes, etc. Je le fais surtout, en fait, même sur la cuisine, sur SaaSmaker, etc. Et je voudrais dire aussi un autre point important. Dans la vie, il y a un triptyque que j'adore. Le triptyque, c'est apprendre, exécuter et enseigner. Et c'est ce triptyque-là avec lequel je réfléchis partout. Vous devez en fait apprendre beaucoup de choses et pas rester que ça. C'est un peu le risque des gens qui font que apprendre, etc. Ils font que lire, etc. Mais ils n'exécutent pas. Parce que l'exécution qu'on apprend, l'exécution qu'on va avoir va nous apprendre des choses très différentes encore. Et enseigner, c'est la même chose en fait. En expliquant aux gens, en vous forçant en expliquant aux gens, vous allez apprendre des trucs, ce qu'on appelle l'effet Feynman. Il y a une phrase qui dit « ce qui se conçoit bien s'exprime clairement ». En fait, vous allez progresser encore plus vite. Et après, vous allez apprendre des trucs en enseignant. Donc, ça tourne. Apprendre, enseigner, exécuter. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, dans ma vie, j'ai eu des opportunités juste parce que j'avais un blog. Quand j'avais pas de diplôme et que j'étais recruteur de famille, c'est juste parce que j'écrivais des articles et que sur le gros hacking et je les mettais dans des groupes Facebook. Et un jour, je me mets à faire une conférence et hop, le moment te mettait bien et je me suis retrouvé là-dedans. Pareil, les chaînes YouTube. Quand vous apprenez des trucs, faites une chaîne YouTube. Ça prend pas beaucoup de temps. Vous installez un truc comme Screen Studio, vous faites commande maj 5 et automatiquement vous expliquez votre truc, ce que vous avez à dire. Derrière, ça vous fait le montage pour vous. Vous l'exportez sur YouTube et ainsi de suite. Et vous allez avoir plein d'opportunités en fait comme ça qui n'auraient pas eu lieu si vous n'essayez pas à chaque fois de vous mettre dans une position où vous enseignez aux gens en fait.
Et ça, il y a plein de manières. Vous pouvez avoir des newsletters avec Substack, vous pouvez avoir une chaîne YouTube, vous pouvez avoir un blog, vous pouvez faire un podcast. C'est super facile à faire un podcast. Vous mettez après sur des outils comme Podcaster par Spotify, c'est gratuit. Et derrière, automatiquement, en fait, ça diffuse pour vous partout sur Amazon, Apple, etc. Donc vraiment, c'est sur ce point-là que je voudrais aussi terminer. C'est que des fois, les opportunités qu'on a dans la vie, c'est aussi beaucoup en enseignant et en se forçant, en se mettant à disposition d'enseigner des choses qu'on retrouve des clients, que quelqu'un nous référence mieux, que quelqu'un nous connaît, etc. Et ça a beaucoup de vertus. Vous savez c'est quoi une primitive? Narrative, primitive, enablers? Ok, alors si vous avez... J'avais fait une vidéo sur ça, sur la chaîne SaaS Maker. C'est vraiment un des trucs les plus importants quand on fait un SaaS. En fait, il y a un mec qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard qui a travaillé avec pas mal de boîtes en B2C, notamment dans le mobile. Et le mobile, en fait, ils sont dans des environnements extrêmement... Les gens téléchargent une app, ils leur donnent 30 secondes d'attention et après ils les installent. Donc en fait, il faut être extrêmement clair et précis dès le début. Et surtout, scopé. Tu peux pas avoir... C'est très rare d'avoir des apps qui font du all-in-one, tu vois. Pas dès le début, c'est impossible. Il faut être extrêmement copé sur une primitive. Et donc lui, il a mis en place un framework où il étudie plein d'applications, justement, et ça se applique très bien en SaaS, même tout dans la vie, dans le business. C'est narrative, primitive et enablers. Et en fait, ce framework-là, quand on l'a en tête, il va vous permettre de prioriser toute votre roadmap. Alors, la narrative, c'est ce concept de se dire, c'est vraiment la vision claire de votre produit au niveau de proposition de valeur. Par exemple, la narrative de Snapchat, c'est la privacy. Okay, tout est basé sur la privacy. Instagram, c'est le beau. Tout ce qui est Instagram, tout ce qui est sur Instagram, c'est beau en fait. Le Facebook, comme il dit, c'est le stalking en fait. Ça permettait de voir un petit peu ce que les gens font, etc. Donc là, c'est votre narrative en fait dans les grandes lignes. Ensuite, vous avez la primitive, et c'est là où ça devient intéressant. C'est que c'est un truc que vous allez faire et que vous allez faire extrêmement bien. La primitive de Zenly, c'était d'avoir un point sur la map et de savoir où est-ce que... et ça devait s'afficher très vite, ça devait être clair, et tout était axé sur ça en fait. Et le but d'un SaaS, c'est de trouver votre primitive. Moi, ma primitive, c'est le JSON d'une entreprise. C'est ça que les gens achètent. C'est ça en fait qui est ma primitive. La primitive de Facebook, pendant très longtemps, c'était le post sur la timeline. Et donc en fait, quand on a trouvé notre primitive et que les gens payent pour ça, c'est là qu'on est sur quelque chose. Et ce qui arrive, le plus important, c'est les enablers. Les enablers, c'est toutes les fonctionnalités qui vont venir améliorer votre primitive. Par exemple, la primitive de Crisp, c'est le message. C'est l'envoi d'un message. C'est ça la primitive. Et les enablers, c'est tout ce qui vient améliorer. Quand Facebook rajoute les réactions sur les posts, c'est un enabler. Il vient améliorer la primitive de Facebook qui est le post. Quand il crée les pages entreprises, c'est un enabler. Il permet aux pages entreprises de ne pas créer un compte profil Facebook et du coup de pouvoir créer des posts. Snapchat, quand il crée un chat, en fait, par exemple, pour respecter leur narrative, ce chat ne peut avoir que des messages qui s'effacent à partir d'un certain moment, en fait. Parce que leur narrative, c'est la privacy. Donc, s'ils font un chat où les messages restent, en fait, ça casse leur narrative. Et donc ça, ce framework-là, il est très important parce qu'une fois qu'on a compris notre primitive, on se dit, OK, tout ce qui n'est pas un enabler, ça dégage. Donc, toutes les gens qui viennent me demander une feature qui ne vient pas améliorer ma primitive, en fait, ça n'a pas lieu d'être, je ne vais pas passer de temps dessus. Parce que c'est déjà très dur de faire un SaaS et on scope tout sur la primitive. Donc, quand Crisp, ils sortent l'envoi de messages, par exemple, l'envoi de fichiers joints avec les messages, ça, c'est un enabler. Le Magic Type, pour voir ce que les gens y tapent, ça, c'est un enabler. Et tout votre but, quand vous lancez un SaaS, c'est de trouver quelle primitive a de la valeur. Et une fois qu'on a trouvé ça, en fait, on a fait une grosse partie du boulot parce que ça va simplifier tout votre roadmap. Et après, il y a toute une narrative à mettre en place aussi derrière. Mais je vous encourage à regarder la vidéo et les blog posts qu'il a écrits. Ce sera sûrement bien expliqué plus en profondeur, avec beaucoup plus d'exemples.